Alors si vous aussi, vous en avez un petit peu marre d'entendre parler de gouvernement, de politique, restez à l'écoute. Ici, on fait un pas de côté ce soir. On continue notre série où nous parlons cette semaine du système scolaire. Et ce soir, on va faire un focus sur un autre système, c'est celui de la notation des notes. Vous allez voir, ça va même vous rappeler des bons ou des mauvais souvenirs parce qu'on est tous concernés par la question. C'est un système, ces notes, qui rythme la vie de millions d'élèves chaque année et qui fait débat comme jamais parce que notes sur 20, appréciation, lettres ou même code couleur, derrière ces chiffres et symboles, c'est toute une philosophie éducative qui s'exprime ou qui se dispute d'ailleurs. Alors pour éclairer nos petites lanternes, deux invités. Isor Devro, bonjour. Bonjour. Depuis Cholet, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en pharmacie, diplômé des mines. Vous avez travaillé en tant que chef de projet chez L'Oréal. Et changement de carrière, là vous faites le choix de l'enseignement en mathématiques au collège dans l'enseignement catholique à Cholet. Merci d'être là. En studio également, Renaud Etier. Bonsoir Renaud. Bonsoir Marie. Docteur en sciences de l'éducation, enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Ouest. Vous avez écrit de nombreux ouvrages qui font référence saturation, l'humanité contre l'anthropocène, résister aux effondrements, j'en passe. Toutes vos références sont sur le site uco.fr. Merci d'être avec nous. En seconde partie d'émission, on espère que vous allez réussir à bien prendre la parole aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions. Sylvain Appert, bonsoir. Bonsoir Marie. Vous êtes président honoraire du MEDEF à Cholet, vous êtes entrepreneur. Un autre débatteur avec nous, Simon Ollet, bonsoir. Bonsoir. Enseignant agrégé en économie et en droit. Raphaël Delacroix est avec nous aussi, parce qu'on ne lésine pas sur les moyens. On a le directeur de la radio avec nous à l'antenne, c'est chouette ça. Bonsoir Raphaël. C'est exceptionnel, c'est sympa, il faut en sympa. profiter. Mais oui, on vous entend presque plus sur nos ondes. Et Bastien Lallier est là, rédacteur en chef. Bonsoir Bastien. Bonsoir Marie. Alors, on a l'impression que cette question de notes, c'est un peu comme le jour de la marmotte, ça revient tout le temps, on est dans cet éternel débat, on supprime ou pas, c'est un sujet donc qui revient en permanence, mais néanmoins, il nous semblait important de réellement s'y pencher et de savoir pourquoi l'évaluation traditionnelle, entendez les notes sur 20, fait-elle encore et toujours débat en France ? Vous me posez la question, Marie ? Marie. Oui, je vous pose la question. J'avoue que moi, qui ai toujours eu de bons résultats à l'école, oui. m'allait très bien ce système. ouais, Je ouais, voudrais vérifier. Si, je vous jure, ça risque de vous surprendre. Il était plutôt motivant même. Quand on voit le résultat. Je vous en prie, s'il vous plaît, Sylvain. Par contre, pour les petits camarades plus en difficulté, c'était une autre histoire. Je vous cache pas que certains avaient des mines déconfites les jours d'interro de maths, et pourtant il y en avait qui bûchaient vraiment. Sauf que quand la note tombe, ça peut faire mal au moral. Et c'est bien là la première critique soulevée par les détracteurs de cette façon d'évaluer. Le fameux contrôle sur 20, notamment, s'il est bien pratique pour faire état des acquis d'un élève à un instant T, il peut être perçu comme un outil décourageant. Une mauvaise note, pour beaucoup, c'est un jugement négatif fort. Ça renforce le sentiment d'échec et ça nuit à la confiance en soi. Il n'y a pas que ça aussi. Bastien, est-ce que les notes véhiculent aussi des enjeux un peu de justice ou d'égalité sociale ? Oui, bien sûr. Dans notre pays, Renaud Etier le disait d'ailleurs un peu hier, les résultats des élèves restent fortement corrélés à l'origine socio-économique, et l'évaluation traditionnelle, elle tendrait à accentuer ces écarts plutôt qu'à les réduire. Beaucoup jugent les notes comme aléatoires également, et puis des chercheurs appuient d'ailleurs cette thèse en expliquant que, par exemple, vous n'allez pas être corrigé de la même manière si vous êtes en haut ou en bas du tas de copies. Qu'un enfant de cadre ou un enfant d'ouvrier, même si ils ont un devoir de même niveau, ne vont pas être notés de la même façon, parce que les enseignants, comme tout le monde, Marie, ils fonctionnent avec des biais cognitifs. La même dissertation de français peut valoir un 9 ou un 11 en fonction du correcteur. Ça remonte le moral aussi. Alors, si on enlève complètement les notes, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui se passerait ? On peut privilégier une approche par compétence. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans de nombreux pays, le Canada, le Danemark, en Scandinavie, en Australie. Toujours les mêmes, les expérimentations, c'est vrai, y compris en France, les expérimentations tentent à montrer que cette évaluation par compétence sans note, elle participe à la réduction des écarts. Elle est positive pour les élèves en difficulté, sans forcément nuire aux autres. Si vous demandez à un enfant qui peine à l'école, il est fort à parier qu'il vous dise qu'il préfère voir apparaître sur sa copie une appréciation du genre en cours d'acquisition plutôt qu'un 8 sur 20, qui est assez stigmatisant, qui servira de paramètre de comparaison avec ses camarades. Encourager le progrès plutôt que la compétition, voilà ce que demandent d'ailleurs les partisans d'une évaluation moins brutale, plus bienveillante, faire de l'apprentissage un processus individuel axé sur le dépassement de soi, et en même temps bien d'autres défendent la note comme un outil utile pour préparer les élèves à des mécanismes d'évaluation et de sélection qui seront présents tout au long de leur vie. Bref, si ce sujet suscite des tensions, Marie, c'est aussi parce que chaque partie considère que telle ou telle méthode avantage ou risque de léser son propre enfant. On serait presque du cas par cas. On va éplucher cette question. Merci Bastien. Je me tourne vers vous, Renaud Etier, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Peut-être se redire, ça vient d'où ce système de notation, après tout ?
Ouais, ça vient de loin, en fait. Ça vient du Moyen-Âge. Ah oui? Oui, et en fait, déjà des écoles telles qu'elles ont été créées à partir... Oui, à partir de la diffusion des imprimés. C'est à ce moment-là qu'il a fallu ouvrir des écoles pour former des lecteurs. Oui. Alors qu'avant, en fait, le fait d'avoir juste des copies manuscrites réduisait énormément le lectorat. La diffusion de... Voilà. La connaissance, oui. Et donc, l'idée de l'évaluation, c'est de prétendre objectiver à un moment donné un niveau. Et toute la difficulté sur laquelle on va certainement revenir dans cette émission, c'est que en fait, l'objectivation n'est pas si scientifique que ça. Ça peut être aussi pour soutenir l'apprentissage. C'est pas que pour témoigner des acquis, une évaluation, Renaud Etier. Oui, alors là, on va rentrer peut-être dans un détail un peu technique. Il y a plusieurs formes d'évaluation. Il y a une évaluation qu'on peut dire diagnostique, qui permet en fait de voir quel est l'état des apprentissages. Une évaluation formative qui vise à suivre les évolutions et peut-être les progrès de l'élève. Et l'évaluation sommative, qui est celle qui est pratiquée traditionnellement, qui vise à faire le bilan d'un apprentissage et à classer. Raphaël. Moi, j'ai trouvé que le papier de Bastien était un peu partisan quand même. Hein. Voilà, j'en étais sûr. Voilà. Une fois n'est pas coutume. Très anti-note, mais moi, je trouve ça intéressant. En plus, pas du tout. J'ai dit au début de papier que j'étais pas anti-note. Bon, bref. Non, mais moi, j'entends ce que vous dites, Renaud Etier. Alors déjà, si ça existe depuis le Moyen-Âge, c'est sans doute que ça a fait ses preuves à travers les siècles. Et je trouve ça intéressant de distinguer les différents niveaux. Mais il y a un moment, il faut bien savoir si oui ou non on est dans les clous, on n'est pas dans les clous. Et ça vaut d'ailleurs pour le savoir théorique, mais ça vaut aussi pour le savoir pratique. Un mécano, si on lui dit écoute, ton écrou, je vais pas dire qu'il est mal vissé, mais il aurait pu être mieux vissé parce que je veux t'encourager. C'est quand même pas. Il y a un moment, on a besoin d'avoir objectivement de savoir si la date de Marignan c'est 1515 ou pas. Après, ça n'empêche pas d'avoir un accompagnement du prof, de pouvoir le faire de façon encourageante, non stigmatisante, mais il y a bien un moment où on a besoin d'un référentiel pour savoir si, oui ou non, ce qu'on a appris, on est bon ou on n'est pas bon. Et après, tout dépend de la façon dont on stigmatise ou pas, mais pour moi, c'est Renaud et après Isor. Ouais. Oui, alors je suis un petit peu circonspect. Bon, j'ai une expérience de professeur des écoles pendant une vingtaine d'années et j'ai travaillé à la fin de ma carrière en maternelle. Et j'ai un souvenir précis de 2 de mes élèves qui, en fait, au moment où je leur demandais de se dessiner sur la feuille, avaient fait un gros gribouillis. Ils étaient, d'un certain point de vue, en retard par rapport aux autres. Okay. Et en fin d'année, c'était les 2 meilleurs. En fait. Donc, il y a cette question de l'articulation entre les programmes et la maturité de l'élève qui va faire que parfois, certains vont sembler en difficulté alors que simplement, c'est pas synchronisé. Et que donc, en fait, il faut donner du temps aux enfants pour qu'ils puissent mûrir et apprendre. D'où la pédagogie de la répétition aussi. Oui, et je vais donner un deuxième exemple tout à fait personnel. Quand j'étais élève, je ne savais pas faire la différence entre l'accent grave et l'accent aigu. Et pour mes classes de première et de terminale, j'ai suivi des études par correspondance. Je ne rentre pas dans le détail, mais un jour, j'ai reçu une de mes copies sur laquelle la professeure avait tout corrigé, tous les accents graves et aigus, parce que, en fait, pour tricher un peu, je faisais des petits traits horizontaux. Donc, ça n'engageait à rien. Elle avait tout corrigé. C'est le côté François Bayrou, ça. Et donc, ce jour-là, j'ai compris, en fait. Il y a eu un déclic. Et donc, à partir de là, je n'ai plus jamais fait de faute. Et ça m'a fait vraiment réfléchir au fait qu'il y avait, en quelque sorte, un moment adéquat pour apprendre. Le fameux déclic ? Oui. Ah oui, c'est pas une légende. C'est mieux que des claques. Isor de Bro. Oui, moi je me disais qu'il fallait peut-être distinguer dans ce sujet 2 éléments. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de l'évaluation, faut-il évaluer ? Et ensuite, faut-il noter ? Et mon point de vue, c'est que évaluer, évidemment qu'il faut évaluer nos élèves, parce que dans le monde quotidien, on est tout le temps évalué, que ce soit l'entreprise, comme le disait Raphaël Delacroix, on est évalué par un entretien annuel et par des objectifs, et puis en fait, on est évalué parce qu'on présente notre truc à notre chef et qui nous dit c'est bien, c'est pas bien, ou il faut améliorer ça. On est évalué parce qu'on va faire du footing et qu'on a mis Strava et que du coup on veut savoir quelle est notre vitesse et combien de kilomètres on a fait et qu'on est content de voir qu'on a progressé par rapport au dernier footing. En fait, on est dans un monde où on s'évalue tout le temps
Et donc ça, c'est bon, c'est stimulant, c'est important. Ça permet de motiver les élèves aussi d'une certaine manière à apprendre régulièrement, parce que s'il n'y a pas d'évaluation, le risque, c'est qu'ils apprennent pas et que voilà. Après, il y a l'histoire de comment est-ce qu'on note. Et ça, c'est une histoire de pédagogie. C'est comment est-ce que le professeur transmet cette notion de la note à l'élève. Et moi, ce que j'ai tendance à dire à mes élèves, c'est qu'en fait, je note pas un élève, je note un travail qui a été rendu tel jour et sur tel exercice. Je note pas l'élève, c'est pas l'élève qui a 8 sur 20, c'est ce travail avec cet exercice qui vaut 8 sur 20. Et en fait, c'est pas pareil du tout, parce que du coup, accepter que sur ce travail, peut-être que oui, c'était pas complètement abouti et ça vaut 8 sur 20, c'est pas pareil que dire, de toute façon, moi j'ai que 8, je vaux 8, je suis 8 dans la vie, et je suis nul et j'y arriverai jamais, etc. Et en plus, ils peuvent être pas bons en mathématiques, bons en français, hyper bons en EPS. Enfin, voilà, en fait, ça s'équilibre pour un élève, en tout cas de collège. C'est un peu différent pour le primaire, il a un seul enseignant. Et voilà, mais en tout cas, un élève de collège ou de lycée, il y a un certain équilibre qui se fait entre les matières. Et on a tous, on connaît tous, on dit tous, moi je suis matheux, moi je suis plutôt littéraire, etc. C'est naturel et c'est pas la valeur de l'élève. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et cette notion-là, en fait, on l'a fait passer dans le commentaire. Le petit commentaire du prof qui dit c'est bien parce que tu as progressé par rapport à la dernière fois, mais je te rends quand même un 8. Mais en fait, tu as progressé. Et ça, c'est quand même vachement positif. Et il a besoin de ça, l'élève. Il a besoin de sentir qu'il est soutenu et que le professeur veille sur lui, l'accompagne, est présent, le connaît. Et ce que je me dis aussi, c'est que nos élèves, on a 2 minutes par cours pour chaque élève. Par contre, on passe beaucoup plus de temps sur leur copie. Donc pour nous aussi, c'est une façon de bien connaître nos élèves que d'avoir leur copie et de pouvoir voir le travail qu'ils fournissent ce jour-là, à cet instant-là, sur cet exercice-là. Mais c'est hyper important. On va voter pour Isor comme ministre de l'Éducation. Question à Isor Devroux ou Renaud Etier. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai bien compris ce que nous dit Isor, ça me paraît la bonne méthode, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la façon dont on agit ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-on satisfait de la façon dont on évalue et on note est-ce que c'est un sujet, en fait, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt bien fait ? Il y a l'évaluation d'une part, et puis après, il y a l'accompagnement et la façon dont c'est fait d'autre part. Renaud. En fait, la contrainte, elle est très forte dans la mesure où, en fait, les enseignants ont affaire à des collectifs, d'une part, et à des programmes, d'autre part. Donc, en fait, la pression, elle est de faire avancer le collectif dans le programme. Ouais. Et c'est très difficile d'avoir cette fameuse évaluation formative dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui permettent de savoir où on en est, quelles sont les difficultés et sur quoi il faut travailler individuellement. Donc ça renvoie à la différenciation qui est un peu un serpent de mer dans l'éducation nationale depuis les années 80-90. Juste, moi je voulais faire rebondir Isor sur ce que vous venez de dire à l'instant. J'entends tout à fait la pédagogie, je trouve que ça va justement dans le bon sens. Voilà, noter le devoir plutôt que l'élève. Mais est-ce que cette pédagogie, elle empêche, j'allais dire, les comparaisons ensuite entre élèves dans votre classe ? Moi, personnellement, je ne crois pas, mais est-ce que vous pensez que ça procéder ainsi, ça va éviter que les petits camarades se moquent les uns d'entre eux, qu'il y ait des railleries ? La comparaison, en fait, j'ai envie de dire, c'est assez naturel et on est tous dans un système où on se compare. Il est plus vieux, elle est plus jeune. La vie est faite de comparaisons. Ce qu'il ne faut pas avoir à l'école, c'est que ce soit des stigmatisations. Il ne faut pas que l'élève soit désigné comme c'est le plus nul de la classe, etc. Ouais. Et là, c'est vraiment important pour ça que l'élève se sente libre en fait de montrer ou pas sa note, qu'il n'y ait pas de petits commentaires du professeur. Et ça, c'est vrai que c'est une attitude en classe de dire toi, t'as pas bien réussi, tu pourrais faire mieux la prochaine fois, etc. Enfin voilà, il faut pas du tout qu'au niveau des élèves, ils puissent sentir une pression du groupe sur le fait que ils n'ont pas réussi et peut-être que ça fait plusieurs évaluations de suite qu'ils n'ont pas réussi. Mais ça, c'est plus de l'humain en fait. C'est pas le système qui fait ça. C'est l'encadrement en fait. Ouais. Et c'est l'état d'esprit des élèves et c'est le fait de réagir. Si on entend ça entre élèves, parce qu'évidemment ça se fait entre élèves, si on entend ça entre élèves, c'est dire non mais stop en fait. Enfin, t'as pas le droit de dire ça. Tu respectes l'autre. Il a plein d'autres qualités que toi tu n'as pas. Enfin voilà, vous comparez pas sur ces aspects-là. Il faut pas le prendre pour soi. Et ça c'est hyper important. On parlera aussi du recrutement des professeurs dans une prochaine émission. Là aujourd'hui, on parle bien du système de notation à l'école, souvent perçu comme arbitraire, parfois injuste. On l'a pointé du doigt. Est-ce que ce serait d'ailleurs un système qui serait en train de plomber aussi la motivation, qui cristallise les inégalités, voire qui détruit tout simplement le plaisir d'apprendre? Eh bien, c'est l'heure du débat. On en parle tout de suite. On cherche à comprendre. Marie Agoyer sur RCF Anjou.
Nos deux débatteurs sont là, Sylvain Appert pour le MEDEF de Cholet, entrepreneur, et Simon Hollet, enseignant agrégé en économie et en droit. Sylvain Appert, une réaction là sur les notes. Vous avez été traumatisé des notes? Ça va. Non, c'est plutôt moi qui ai traumatisé les enseignants à ce niveau-là. Difficile d'expliquer qu'on a 3 de moyenne en physique dans l'année, qu'on a 17 au bac. C'est pas facile 3 semaines après. C'était le cas pour mon fils aussi, donc c'est assez drôle. Le sujet des notes, pour moi, effectivement, il est plus sur un sujet basique. Il y a une histoire de ranking. On l'a après dans l'entreprise et on l'a dans sa vie. Quand on l'a dans le sport, on l'a dans tout. C'est-à-dire que la note, c'est pas ranking c'est la position qu'on a vis-à-vis des autres. Le rang. Voilà, c'est bien, c'est mieux en français, je trouve. Ouais, mais le rang, c'est pas pareil, parce qu'à l'école, on peut le considérer autrement. C'est le rang sur les bancs, tout ça. Là, le ranking, c'est un positionnement vis-à-vis d'une compétition. Je maintiens qu'on est, malgré tout, faut arrêter de rêver. Et si, toutefois, on avait ce discours, à condition qu'il soit bien tenu, de dire aux élèves entre eux, quand ils ont une note, surtout, ne le considérez pas comme ci ou comme ça, je suis désolé, mais ce qui détermine si vous allez dans des études scientifiques, des études littéraires ou en bac pro, puisque c'était la voie de garage il y a quelques années, maintenant, ça devient de plus en plus une filière d'excellence, c'était bel et bien les notes. Quand on nous dit que les appréciations sont aussi importantes, faux et archi faux. Jamais vous passez à un niveau supérieur grâce à des appréciations. D'ailleurs, les appréciations ne seraient pas cohérentes si on disait d'un élève qui travaillait bien, qu'il était engagé avec 5 sur 20 de moyenne. Franchement, alors ça vaut dans certains cas, mais globalement, je ne suis pas certain que ce soit extrêmement efficace. Et le résultat, de toute façon, c'est celui qu'on a. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de note, vous n'avez pas de récompense, vous n'avez pas de sanction par rapport à un travail. Et donc, moi, ça m'inquiète un peu. Et dans tous les domaines, et on le voit d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, quand vous n'évaluez pas vos salariés, quand vous ne les encouragez pas par une évaluation positive, par un résultat positif, c'est une augmentation de salaire, c'est une prime, c'est tout ce que vous voulez, quel que soit le système. Un sportif, c'est une médaille, c'est un titre, etc. Ou même une position sur ce titre. Pourquoi il y a un podium ? Pourquoi, depuis la création des Jeux Olympiques, vous avez un podium à 3 places ? Donc tout ça, ça compte. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui nous tire vers le haut, ce qui nous tire vers l'avant. Est-ce que tous les enfants peuvent ? Non, c'est certain. Est-ce que les élèves qui peuvent le plus facilement, on ne doit pas les canaliser pour pas qu'ils deviennent les chefs de la cour ? Oui, c'est certain. Tout ça, mais on ne peut pas échapper à la règle qui vient du Moyen-Âge, qui veut qu'à un moment donné, voilà, on doit noter. On doit noter, ne serait-ce que pour savoir si on est dans le coup. Une appréciation ne peut pas suffire. En plus, elle est très subjective, encore plus que la note. Oui, Simon Hollet. Je crois qu'en effet, on confond largement évaluation et note. Sur l'évaluation, il n'y a pas de sujet. Il faut évaluer. Enfin, par définition, il faut évaluer puisque c'est l'évaluation qui nous permet de progresser. C'est-à-dire que, comme en entreprise, mais la question ici posée, je crois que c'était la question plutôt de la note et de la pratique de la note dans l'éducation nationale. Et là, je crois qu'en effet, ça dépend très largement de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que c'est un outil pédagogique qui nous permet soit à la fin... Qui est au service de quoi, finalement ? Normalement, au service de faire en sorte qu'ils progressent, que nos étudiants et nos élèves progressent. C'est ça, en fait, l'objectif. Alors après, en effet, il y a plusieurs types d'évaluations, des évaluations formatives, sommatives, c'est ce qui a pu être dit. Donc les évaluations au bac, les évaluations au brevet, etc. On n'a pas le choix. À un moment donné, il faut bien l'objectiver par une note. Pour le reste de l'année, il va falloir donc qu'on se cale à ce qui va être l'objectif pour nos étudiants et nos élèves, c'est-à-dire l'examen. Donc, il va falloir qu'on utilise les notes parce qu'ils vont en avoir à la fin. Donc, finalement, les notes, on l'utilise pour plein de choses. Parfois pour les mettre dans un niveau et puis donc leur permettre de progresser. Parfois, simplement pour leur dire, voilà, vous en êtes à ce moment-là ici, c'est votre travail. Mais ensemble, on va progresser pour que, justement, vous ayez tous vers le 20 sur 20. Moi, ce que je dis à mes étudiants dès le début de l'année, c'est que mon objectif, c'est qu'ils aient tous 20 sur 20. Et en fait, ce qui est intéressant, et les études sont intéressantes là-dessus, mais concrètement, ce qui est, quand vous dites à vos étudiants, quand vous donnez à des étudiants... leur mentir, finalement. Non. Mais si vous admettez que votre métier d'enseignant, c'est de leur donner la note qu'ils ont au début de l'année à la fin de l'année, c'est qu'en fait, votre métier d'enseignant n'a pas de sens. Non, vous n'avez pas dit. Moi, mon objectif... Vous avez dit mon objectif, qu'ils aient tous à 20 sur 20. Oui, ça aurait pas été pareil si vous dites, moi, mon objectif, c'est tous faire progresser au maximum de vos capacités. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Si je réussis à ce qu'ils aient tous 20 sur 20, je pense que c'est... Sauf que la réalité... La question d'évaluation, elle est là. C'est-à-dire que la note, et vous avez bien dit, il y a la question de l'évaluation, c'est une chose, et la note, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça objective. Et on est gêné, je pense, de dire, il y a un tel qui a 12,
eh bien lui, il est parti de 4 et il a eu 12. C'est sans doute celui qui a fait la plus grosse progression de l'année. Exactement. Il a donné le meilleur de lui-même et c'est peut-être celui qui mérite le plus de félicitations. Mais il n'aura quand même que 12. Oui, et d'ailleurs... Et ça n'empêche pas que celui qui a 20, il est plus fort, il est plus calé, et il est mieux. Et c'est bien de le Et savoir. parfois, il n'a pas plus travaillé. C'est-à-dire que Mais par oui, rapport à mais ce en que attendant, monsieur- qu'est-ce que vous voulez? par rapport à ce que Si Sylvain c'est disait- juste ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il a appris et qu'il mémorise bien, même si Non. c'est pas de son fait et que c'est Par un don rapport à qu'il ce a que reçu du c'est- bon Dieu, bah, tant mieux pour lui. Par On rapport va pas à- donner 12 à tout le monde sous prétexte que... Oui. Par rapport à ce que Sylvain disait sur les notes et sur la sélection, notamment sur Parcoursup, ça n'est pas une réalité que les dossiers Parcoursup ne sont basés que sur les notes. Les notes sont importantes, évidemment. C'est pas juste un Mais algo. non, vous avez deux éléments de choix. Vous avez les notes et la progression et les appréciations. Alors évidemment, les notes, c'est la base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a 4 toute l'année, c'est mort. Ouais. Mais si par contre, vous avez en effet un dossier entre un dossier de 12 et un dossier de 14, le constat que l'on fait, c'est qu'en études supérieures, quelqu'un qui a eu 14 ou 16 ou 17 n'est pas forcément quelqu'un qui a travaillé tout au long de son parcours. Mmh. Et quand il se retrouve à devoir travailler, bah, finalement, ne s'en sort pas forcément dans les études supérieures. Bastien. Non, mais du coup, à vous entendre, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on valorise davantage la progression, justement, d'un élève. Savoir qu'un élève est passé de 4 à 12 en une année scolaire, où est-ce que c'est marqué sur le bulletin Ouais. note? Moi, Elle est où, la médaille j'aimerais bien le savoir, parce que ça m'intéresse. Ça traduit quand même quelque chose justement de l'engagement de l'élève. D'ailleurs, ça apparaît maintenant dans un certain nombre de bulletins, hein, les progressions. C'était pas le cas à mon époque, mais peut-être. Mais d'ailleurs, ça peut être des progressions aussi en termes de rang. Bah, le Enfin, retour des prix, des rangs. Mais on félicite bien les meilleurs élèves. Pourquoi on félicite pas ceux qui ont la plus large progression? Renaud. Oui, on peut renverser les choses et dire que en fait, ce qui fait progresser un élève, c'est d'avoir des bonnes notes. C'est-à-dire que ça fait fond sur ce concept de sentiment d'efficacité personnelle qu'avait créé Albert Bandura, et qui fait qu'en fait, plus on renforce le sentiment d'efficacité personnelle, notamment par des réussites, plus on favorise la réussite. Oui, donc ça va être très important de montrer, et ça a été très bien dit ici, à chaque élève qu'il progresse dans tel ou tel domaine. En fait, peu importe le domaine, mais que quelque part il se sente progresser, qu'il se sente donc capable. Isor. Et c'est là, si je rebondis, où en fait le système des compétences qui a été mis en place, pour moi, a une limite, parce que on a cherché à supprimer la note pour remettre des compétences. Donc, par exemple, si je prends les maths, on va voir calculer, chercher, démontrer, etc. Et donc, on va évaluer l'élève selon 4 niveaux, niveau 1, 2, 3, 4. Et en fait, ce que je constate de compliqué, parce que j'ai été dans un établissement où on notait plus que par compétence. On avait supprimé les notes sur 20, on s'était dit, ça ne sert à rien. Au collège. Que la compétence au collège. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça revient à faire une note sur 4, finalement. Et que ces notes sont tellement larges, en étendue, que finalement, il y a des élèves qui vont rester en niveau 2 toute l'année, mais ils seront passés, si on avait noté sur 20, peut-être de 8 à 13. Donc, ils auront progressé, mais ça ne se voit pas, ils restent en 2. C'est ce qui se passe déjà dans le sport, dans certains sports, Isor, la voile notamment, vous avez un rang sur 4, 1, 2, 3 ou 4 en fonction de votre niveau pour savoir si vous pouvez donner des cours ou pas. Ça existe et c'est un référencement qui existe depuis des années. Depuis le Moyen-Âge ? Non, peut-être pas depuis le Moyen-Âge. Je trouve que tous ceux qui stagnent en fait en niveau 2, en vrai, ils n'ont pas stagné. Ils ont l'impression qu'ils progressent jamais, qu'ils sont en niveau 2, qu'ils n'y arriveront jamais. Alors, niveau 2 sur la compétence calculée. Enfin, vous voyez, il y a cette granulométrie qui est intéressante. Mais par contre, ce serait peut-être bien d'avoir sur 20. Enfin, on élargit, on voit le progrès, on est stimulé, on a gagné 1 point. Bah, c'est déjà génial, on a gagné 1 point. Voilà. Et je trouve que ça manque un peu dans ce système de compétences. Oui, Sylvain. Oui, moi, le sujet que j'ai avec l'éducation nationale, c'est que déterminer un progrès, bon, très bien, mais on le détermine par rapport à quoi? Je rappelle qu'entre chaque note, c'est des devoirs différents sur des sujets différents. On peut très bien avoir un élève qui est intéressé par quelque chose et pas intéressé pour la fois d'après. C'est pas parce qu'il aura une moyenne plus basse ou une note plus basse sur un sujet sur lequel il est naturellement moins bon ou moins attentif ou moins volontaire qu'on doit l'évaluer par rapport à ça. Donc moi, c'est pas comme dans un job où justement on fait le même job et on voit comment on progresse. Là, quand on est en éducation nationale, eh bien, quand on est élève, c'est normalement, sauf si je me trompe. Bon, c'est vrai que je me contredis un peu parce que Pythagore doit être évalué entre 10 et 12 fois. Bon, voilà. Mais je veux dire, sinon, pour le reste, normalement. Et d'ailleurs, on le voit sur un truc qui m'inquiète un peu sur les évaluations. On n'en parle peut-être pas assez, c'est sur la maîtrise des langues étrangères, notamment. On voit bien le recul qu'il y a et comment on est décalé surtout.
Et je pense sincèrement, moi je l'ai vu aussi sur les matières plus habituelles comme les mathématiques ou le français, la note est quand même quelque chose qui change des carrières. Vous avez des gens qui seraient bien partis sur une carrière scientifique, se sont fait massacrer en première et en terminale, et reviennent en études supérieures ou dans la carrière professionnelle et sont des vrais matheux. Donc il y a un problème de l'évaluation et de celui ou celle qui fait l'évaluation. Oui, alors il y a un sujet, c'est vrai, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est en effet le fait que la note dépend très largement de l'appréciation, et notamment sur toutes les matières littéraires. Moi, j'enseigne en droit, notamment en économie, quand il s'agit d'évaluer une dissertation, une argumentation. C'est pas la même évaluation en maths qu'en français. C'est assez complexe. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi qui suis aussi, je corrige des examens, notamment le diplôme de comptabilité de gestion, donc les examens de première, deuxième et troisième année, où pour le coup, et c'est assez rare pour le souligner, il y a 2 corrections. Et en fait, on se rend compte qu'au travers de ces 2 corrections, il y a des écarts qui sont énormes, qui peuvent être de l'ordre de 10 points sur 20. Donc j'étais gentil quand je disais 9 et 11. Donc en réalité, et je pourrais même vous parler de mon expérience personnelle où au bac, j'aurais dû avoir normalement beaucoup plus. Et d'ailleurs, ma note a été modifiée en SES, mais en réalité, on m'a noté. Non, mais pour le coup, la note a été modifiée suite à la correction de désormais collègues qui à l'époque étaient mes enseignants. Mais concrètement, il y a un vrai sujet sur l'évaluation et la note, l'objectivation de cette note, parce que vous le disiez, oui, les notes, les dates, quand il s'agit de mémoriser une date et de l'associer à un événement, ça c'est très simple. Mais quand il s'agit ensuite d'évaluer une dissertation, la capacité rédactive, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Renaud Etier. Oui, je confirme tout à fait ce que vient de dire Simon. Dans un ouvrage célèbre qui s'appelle Pour une école plurielle, André de Peretti cite une étude qui a été faite. Un même devoir d'élève a été photocopié et donné à une centaine d'agrégés. Donc, a priori, l'élite des enseignants. Et il a été demandé à chacun de l'évaluer. En français, il y avait un écart de 4 à 17, je cite de mémoire. Et en mathématiques, contre toute attente, c'était encore pire. Parce qu'en mathématiques, ça va dépendre. Est-ce que la démarche est bonne et c'est pas grave si le résultat est mauvais? Est-ce que le résultat est bon? Et voilà. Mais donc, est-ce que les évaluateurs sont bons aussi? Donc, en fait, non, je crois qu'on peut conclure en disant qu'en fait, la note doit être un outil pour faire progresser l'élève. Donc en fait, on doit l'utiliser au regard de l'élève. Voilà. Et ben voilà, c'est bon. On va peut-être faire un dernier tour de table pour le mot de la fin. C'est excellent. Pour conclure, quel serait le système de notation idéal selon vous, Renaud Etier? Je pense qu'il faut éviter les chiffres en fait qui stigmatisent. Il faut pouvoir donner en fait un écho à la progression de l'élève. Oui. Et il faut pouvoir aussi différencier de telle manière à ce que chacun progresse à son rythme. Merci beaucoup, Renaud Etier. Sylvain Appert, une petite conclusion? Non, je suis content d'entendre du monde enseignant qu'il peut y avoir un sujet d'objectivité parce que je maintiens qu'il est là. Okay. Et de ce manque d'objectivité ou potentiel, qui est tout à fait humain, je n'ai pas de critique par rapport à ça. C'est bien de l'avoir ciblé parce que ça engendre des notes qui ne sont pas les bonnes, ça change des vies. Parce que l'éducation nationale est extrêmement importante, je le maintiens, parce que je vis avec une enseignante, enfin ex-enseignante, mais je maintiens ce que je dis, et que ces notes ont, vraiment, ça a une importance autre qu'une note en bas d'une copie ou en haut d'une copie, ça peut changer une vie. Et donc, je suis sensible à ça. Et je le vois chez les jeunes qui intègrent l'entreprise, et on voit bien les décalages qu'il y a entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils savent même humainement faire. C'est très étonnant. Merci Sylvain Appert, on vous retrouve demain. Isor, le mot de la fin? Moi, je reste quand même convaincue qu'il faut habituer les élèves avec des évaluations hyper fréquentes pour que justement ça ne devienne plus un sujet de cette évaluation, pour qu'il y ait plein d'occasions de se rattraper, pour qu'on puisse vraiment suivre une progression, mais de manière assez fine. C'est sûr que si on fait 3 évaluations dans l'année, c'est la panique absolue. Donc voilà, essayez, et c'est exigeant pour les enseignants, parce que c'est beaucoup de travail, mais essayer de les évaluer le plus fréquemment possible, c'est quand même, à mon avis, un moyen pour que ça devienne une évidence et que ce soit moins difficile après d'accueillir ça parce qu'on voit la progression réelle. Voilà. Ouais, ça, du boulot, quoi. C'est une chouette idée quand même. Merci beaucoup Isor Devro, merci à chacun de nos invités, merci aux auditeurs fidèles. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour poursuivre cette réflexion autour du système scolaire français. On parlera de la question de sa finalité et l'orientation dans tout cela. Rendez-vous demain à 18h30. D'ici là, réagissez, commentez, posez toutes vos questions sur nos réseaux sociaux.